nouvelle édition d'À Contretemps. C'est avec plaisir que nous y participons tous et avec plaisir que nous avons ce rendez-vous hebdomadaire avec 3 protagonistes, Daniel. Oui, bonjour, ravie de vous retrouver et toujours très heureuse de savoir que nous sommes écoutés, vus et entendus. Super. Et la semaine, écoute, c'est déjà la victoire de Lula au Brésil, même de cheveux. Et puis en Martinique, saluer l'initiative du conseil municipal de Fort-de-France qui a eu l'heureuse idée de donner un giratoire, le nom de Marie-Alice André Jacoulet à un giratoire et le nom de Paulette Pigeon à une ruelle. Ce sont des femmes qui sont des femmes d'engagement, de conviction et qui ont œuvré pour l'intérêt général. Il y aurait beaucoup à dire sur les deux. Et sur les femmes en général, tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, 10 heures, les femmes travaillent gratis, compte tenu du différentiel de salaire. Oui, hélas. Jusqu'au mois de décembre. Serge? Oui, bonjour. On est après la Toussaint. Pour moi, la Toussaint, c'est un jour magique. Parce que ce jour-là, je rencontre des parents, des amis et des alliés que je n'ai pas vus depuis la Toussaint de l'année précédente. Que ce soit au cimetière à Fort-de-France ou au Gros Monde. Et cette fois, j'ai eu droit à mes amis habituels, une fois par an. Et puis, j'ai eu des inconditionnels à contre-temps. Messieurs, dames, du côté du Gros Monde, vous voyez, je le dis, nous avons des spectateurs très assidus, surtout des femmes. Voilà, je l'ai dit, je pense que ça fera plaisir. Demande-leur leur nom, comme ça on va les citer. Ah, mais j'ai les noms. On va les citer. Je pense à Liliane, je pense à d'autres, mais bon, je ne donnerai pas on les va noms. On va citer, avec leur permission, on va citer leur nom, parce que c'est comme un club, quoi. C'est comme une bande d'amis, n'est-ce pas, Christian, mon ami. Christian. Eh bien, écoute, toujours beaucoup de plaisir également à vous retrouver. Alors, je vais parler d'une expérience artistique que j'ai vécue cette semaine, parce que je suis allé voir Roupso, la pièce de mon ami Marius Gautin, qui nous a laissé depuis pas mal d'années. C'était samedi. Alors, vous savez, Marius, je l'ai fréquenté de façon assez régulière dans des situations culturelles. Et puis, j'ai eu l'occasion un petit peu de gérer ses droits d'auteur au sein de la SACD. Et puis, il avait écrit cette pièce depuis très longtemps. Ça fait 10-12 ans que cette pièce était diffusée. Je suis allé la voir très tard, mais je me devais d'aller la voir. Et j'ai passé un moment merveilleux. Alors, un petit clin d'œil à José Exilis, qui est le metteur en scène, mais aussi à 2 remarquables acteurs, Charlie Lérandi et Émile Pelletier. Très bien. Tous les 2 sur scène pendant 1h15, 1h30, c'était merveilleux. Avec une créolité et puis une expression de chez nous qui est extraordinaire. Voilà. C'est un spectacle qu'il faudrait qu'il réitère. Moi, je l'ai raté parce que j'avais une arrivée de Paris qu'il fallait que je fasse à l'avion. Mais sous Marius, si on avait eu une petite aventure à la SACEM, à la commission des textes, des chansons pour les prix de la SACEM. Ça avait été très intéressant. Mais c'est à moi maintenant. Oui. On va directement dans les sujets. Alors, vous savez que je fais mon introduction avec les sujets qui pourraient faire l'objet d'une thématique, des sujets que nous traitons, mais qui sont arrivés trop tard, après que j'ai envoyé le conducteur, parce qu'il faut que les gens sachent que je vous envoie un conducteur, je vous suggère un conducteur, vous me suggérez aussi des articles, vous me suggérez très tôt, faites pas comme si je suis un sorte de Bolsonaro. Nous faisons très tard, très tôt, vous me faites bégayer. Et donc, c'est l'idéal, l'éditorial, le conducteur, et ce qui fait que ce sont aussi les sujets que j'ai pensé devoir traiter. C'est pour ça que je traite un certain nombre de sujets, ça me prend 5 minutes. Vous me les accordez, vous êtes... Bien entendu. Alors, et les 49.3, il faut en parler, c'est là, ça occupe les écrans, ça occupe les télévisions, ça occupe les médias. Elisabeth Borne a dégainé l'arme constitutionnelle, le fameux 49.3, pour la 4e fois à l'Assemblée, pour faire adopter l'ensemble du budget 2023 en première lecture. Elle va bientôt atteindre le chiffre de Rocard. Rocard, c'était combien de fois? Oh, c'était 27 ou 28. Voilà. Il y a de la marge. Mais elle ne peut pas parce qu'elle ne peut utiliser que sur le budget. Oui, les choses ont changé depuis 2008, c'est ça. Oui. Les députés LFI ont fait part de leur intention de déposer une nouvelle motion de censure, c'est la réponse du berger à la bergère, contre le gouvernement sans le reste des forces de gauche. Alors, il y a une petite nuance, il y a un petit cancan entre eux, parce que le reste des forces de gauche estiment que c'est utiliser trop cette arme, et inutilement. Ceux du Rassemblement national vont apporter leur soutien lundi à cette motion de censure. Donc, cancan, la Macronie qui dit que les extrémistes votent ensemble, enfin, bon, ça fait partie du folklore.
Un député, en rentrant dans le folklore, dans le vif du folklore, vous allez voir, un député en grève contre le 49.3 se voit intimer l'ordre d'ôter son brassard sur lequel il avait écrit député en grève parce qu'il s'insurgeait contre l'usage abusif du 49.3. Plus aussi folklorique, parce que je pense encore pour du folklore, c'est un député du Rassemblement national qui lance une injure raciste à un député d'origine africaine, né quand même à Villiers-le-Bel, donc français, franco, mais enfin d'origine africaine. Il s'agit de Carlos Martins Bilongo, qui avait la parole lorsque l'interpellation raciste a été entendue. Retour en Afrique, on fait quelque chose de ce genre. Yael Braun-Pivet, vous savez, celle qui a failli être notre ministre, qui est présidente de l'Assemblée, pardon, a interrompu la séance. Le député Rassemblement, je veux dire son nom, encore que bon, c'est tellement psylodique, toute cette affaire-là. Le député Rassemblement national, Grégoire de Fournas, assure que sa sortie à l'Assemblée nationale concernait les migrants. Parce que l'intervention du député, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne compte des migrants qui meurent dans la Méditerranée, qui sont noyés, etc. Et donc l'apostrophe de ce j'ai oublié, de Grégoire de Fournas avait été non pas adressée à ce député d'origine africaine, mais parlant des migrants qui retournent en Afrique. C'est pas moins grave. Hein. Mélenchon a déclaré que lui, il est né en Afrique et on ne lui a jamais redemandé de retourner en Afrique. C'est bien. Le gouvernement annonce la création d'un titre de séjour amélioré, c'est-à-dire un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà présents sur le territoire. Quels sont les métiers en tension à la Martinique? Est-ce que ça va être appliqué pour notre communauté haïtienne qui débarque aux pêcheurs? Il y a une petite. Comme nous avons de bons journalistes, ils vont enquêter, ils vont se préoccuper de ça, savoir un petit peu comment ça va être mis en œuvre ici. Lula, bon, la presse en a parlé, reparlé. Ancien président brésilien a obtenu un troisième. Ça, c'est intéressant. Un troisième mandat. Ça fait 3 fois que le gars est président du pays, avec 50,9% des suffrages face à Bolsonaro, l'extrémiste de droite. Bolsonaro devient le premier chef d'État depuis que la possibilité de se représenter a été autorisée, a été permise, a été constitutionnalisée en 1997. Il est le premier président à ne pas avoir été réélu, Bolsonaro. À signaler quand même qu'on dit que c'est une petite victoire, c'est plus de 2 millions de personnes hein, quand même. 2 millions de personnes. Absolument. En pourcentage, c'est quand même... Lula, patron du Parti des travailleurs, il faut s'habituer à ça, parce qu'on en parlait beaucoup, le Parti des travailleurs. Premier président de l'histoire se fait élire une troisième fois, comme je vous ai dit, et l'extrême droite a raflé, comme tu le disais, près de la moitié des suffrages, 49 et puis 50, etc. Donc, je pense qu'il faut écouter ces gens qui ont voté pour Bolsonaro. Il y a quand même une raison. Il ne faut pas simplement rejeter en parlant d'extrême droite, de fascisme ou des propos ainsi qui cataloguent et puis qui bannissent définitivement un élu de notre existence. Il est là, il représente quand même la moitié des Brésiliens et on aime le Brésil, pas seulement l'équipe du Brésil. Et Joe Biden, il faut le dire, de l'ensemble des chefs d'État qui ont tout de suite félicité Lula, Joe Biden a assuré tout de suite, il était le premier à assurer Lula, féliciter Lula pour sa réélection. Ça devrait faire Bolsonaro réfléchir, parce que ce n'est pas le Chili avec le blocage des camionneurs, etc., où ils avaient fait Pinochet sauter, il avait fait exploser. Ça ne sera pas aussi facile. Depuis 9h10 ce matin, comme je te le disais tout à l'heure, les femmes brassent gratis, non, les femmes bossent pour rien, quoi. C'est compte tenu de leur différentiel, de la masse des salaires qu'elles touchent par rapport aux hommes, eh bien, depuis ce matin 10h, aujourd'hui ce vendredi 4 novembre, parce que l'émission est rééditée, retransmise, pardon, les femmes travaillent gratuitement. Moi, c'est des choses qui... Ça me choque. Ça me choque, je suis désolé, je ne suis pas plus féministe que l'autre, mais je trouve ça quand même extraordinaire. Actualité. Alors, on va parler de c'est Daniel, on va parler de l'Angleterre un peu longuement parce que c'est un pays qui, je dois vous le dire, me fascine. Pas parce que seulement je suis d'origine écossaise. Oui, c'est ça. C'est un Écossais descendant. La politique de la colonisation. Hein. C'est parce que c'est un pays qui, avec le Brexit, a vraiment attiré notre attention. Et puis, vous allez voir le point qu'on va traiter. Notamment que Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni, est un fils d'immigrés indiens à Downing Street.
chef d'État. Bon, il est vrai aussi que Daniel va expliquer qu'il n'est pas sorti de derrière un pot à fleurs compte tenu de sa formation. Également, mon introduction sera un peu longue. On pourra peut-être parler de Suella Braverman, qui, quand même qui a été nommée ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni le 6 septembre, juste avant. Elle est anglaise d'origine, mauricienne et du Kenya. Et également James Cleverly, qui est de mère sierra-léonaise, qui lui est ancien secrétaire d'État au Foreign Office et qui devient chef de la diplomatie. Il y a eu aussi Kwasi Kwarteng, Premier ministre des Finances noir de Grande-Bretagne. Ce sont des gens du Parti conservateur. Et ils sont tant et si bien qu'un magazine africain a noté, a édité un article disant « Les Africains au gouvernement du Royaume-Uni ». Mais parlons, pour l'instant, limitons-nous au Premier ministre indien d'origine indienne de la Grande-Bretagne. Absolument. Alors, ses parents, il a un père médecin, une mère pharmacienne, oui. Donc il est issu de la classe moyenne indienne et il a comme formation, son travail, avant d'être Premier ministre, il était banquier. Ce qui lui a fait gagner, certes, de l'argent, mais la fortune qu'il a, ce n'est pas de lui, hein, c'est la fortune de son épouse. Sa femme est une famille de milliardaires. Et elle-même, elle a créé ses propres sociétés, tant et si bien que la presse anglaise dit que sa fortune serait plus importante que celle de la reine d'Angleterre. Feu la reine d'Angleterre. Donc, ils ont des moyens considérables. Et donc, l'Angleterre a ceci de permettre... Il ne faut pas oublier que l'Angleterre, il y a le Commonwealth. Et donc, ces personnes, l'Inde et les Caraïbes font partie de ce Commonwealth, et donc il y a des gens qui peuvent avoir des promotions comme ça qui paraissent naturelles malgré le côté du fait conservateur. Et moi je me souviens une fois en Angleterre où il y avait des prix qui étaient décernés, il y a des Barbadiennes qui ont été ladies. Il y a des lords et des ladies qui sont issus de la Caraïbe et de l'Inde. Donc ça fait partie pour eux de leur tradition. Si vous pouvez progresser, il n'y a pas de raison qu'on ne reconnaisse pas vos mérites. Donc c'est plus l'extérieur, je dirais, que la Grande-Bretagne elle-même qui a trouvé extraordinaire la promotion de ce Premier ministre. Alors, Premier ministre conservateur, comme tu le disais, pro-Brexit, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il hérite d'une situation extrêmement difficile, puisque la Grande-Bretagne connaît une inflation qui est galopante, une situation sociale qui est très difficile, parce que ce n'est pas comme en France, où il y a un service public qui est plus protégé, avec un fonctionnement garantissant un certain nombre de rémunérations. Il y a beaucoup de grèves, parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Et l'ancienne Premier ministre, qui a duré 45 jours, en fait, ce qui s'est passé, elle a voulu avoir une politique tellement dure en faveur des plus favorisés, notamment en annonçant une baisse d'impôts, sans dire en contrepartie par quoi elle serait financée, cette baisse des impôts. Ça a entraîné une chute. C'est les marchés qui font la loi, en fait, dans les pays capitalistes. Hein. Donc, les marchés n'ont pas du tout apprécié. Et donc, ça a mis un terme à son aventure. Et lui, de façon très, je dirais, pragmatique et intelligente, il n'a pas dit non à la baisse des impôts, mais il a dit que la baisse des impôts ne pourrait intervenir que quand la croissance serait là. Donc, tout de suite, la City a réagi de façon positive. Et donc, écoutez, il faut attendre de voir, encore une fois, en n'oubliant pas que c'est un conservateur, on va attendre de voir comment il se débrouille, on dirait, mais sachant que la situation de l'Angleterre est une situation difficile. Complet, sauf un bémol, c'est qu'il a quand même, lui, fait une carrière dans la banque. Oui, c'est ce que je dis, il était banquier, oui. Et qu'il a quand même eu, pas aussi énorme que les 830 millions d'euros de son épouse, mais il a quand même eu une fortune personnelle. Deuxièmement, j'ai essayé d'enquêter pour savoir pourquoi il n'y a pas de Caribéens, alors qu'il y a deux nobélisés caribéens, Derek Walcott et puis Naipaul. Donc, les Caribéens qui sont nobélisables pour être Premier ministre, simplement qu'il y a une particularité, c'est que tous ces gens donc, de la diversité sont nés en Angleterre, même que ce soit Suella Braverman, la ministre de l'Intérieur, que ce soit le Premier ministre et tout. Et puis, ils ont fait Harvard.
Sur 14 ministres du gouvernement anglais, il y en a 10, il y en a 11 qui ont fait Harvard. C'est ça la clé pour comprendre. Peut-être que les Caribéens n'ont pas accès. Et puis il y a eu aussi la blessure, vous savez, en 2008, du retour qui était brusquement décidé des Caribéens qui étaient venus après-guerre construire l'Angleterre. Il y a une sorte de petit traumatisme au niveau des Caribéens et qui fait que, bon, c'est pas la belle entente. Par contre, tous ceux qui sont du reste de l'Ancien Empire, ceux-là, et qui ont fait leur carrière, et qui sont conservateurs en plus, mais il faut croire qu'ils sont les élus qui montent. Le Parti conservateur a fait une grosse politique d'intégration de la diversité. On va parler, on était dans la Caraïbe, on était dans l'ultramonde anglais. Maintenant, on va revenir chez nous en Haïti. Entre insécurité et crise sanitaire, le gouvernement souhaite une intervention militaire étrangère. Je sais que tu as travaillé le sujet, Christian, donc tu vas nous en parler. C'est vrai que Girard m'a donné un petit peu cette tâche depuis quelque temps de parler d'Haïti, et c'est vrai que j'essaie de répondre à ces attentes. Et c'est aussi vrai que les jours et les semaines continuent et la situation en Haïti ne s'améliore pas. Du tout. Il y a notamment une grève qui est très importante au niveau de l'essence. Ouais. Et qui fracture énormément toute l'économie du pays. Il faut comprendre aussi que toutes les installations sanitaires sont atteintes, dépendent de cela. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre Ariel Henry, je crois qu'il s'appelle, il demande que les forces internationales viennent pour stabiliser, si vous voulez, assurer la sécurité. Ouais. Mais il y a une grosse méfiance, parce que d'une part, Ariel Henry n'est pas considéré comme légitime. D'autre part, l'Haïtien a le souvenir que tout ce qui s'est passé, à chaque fois qu'il y a eu des forces étrangères qui sont venues stabiliser, ça ne s'est pas bien passé. Les Américains sont venus, tu m'as envoyé une vidéo, les Américains sont venus pendant 19 ans. Je parle à l'historien également. J'ai découvert, bien évidemment, que de 1911 à 1915, Haïti a été dans une instabilité profonde. Ouais. 6 gouvernements en 4 ans, avec des désordres sociaux les plus absolus. Et puis les Américains débarquent. Des centaines, des milliers de soldats américains qui débarquent en Haïti et qui ratiboisent tout. Ils imposent le pouvoir américain. À tel point que, par exemple, Roosevelt, qui était secrétaire d'État dans le temps, il a proposé une nouvelle constitution en Haïti. Roosevelt qui propose une constitution libérale pour contrecarrer les orientations de Dessalines qui, en 1804, avait interdit l'accaparement des terres par les étrangers. Et Roosevelt propose une proposition libérale qui fait qu'il dit aux Américains « achetez terre Haïti ». Bon, alors ce qu'il faut savoir aussi, il y a des choses qui sont tellement dures. L'armée américaine avait légitimé le droit pour les soldats de tuer des Haïtiens. Sans procès. Et il y a des vidéos qui te montrent qu'ils ne se sont pas privés. Ils ont assassiné beaucoup d'Haïtiens. Tout ça dans un contexte où il y a une communauté allemande aussi, qui est là, et qui essaie de se marier avec des Haïtiennes pour pouvoir prendre la terre. Il y a aussi le capitalisme français par les autorités bancaires de France qui dominent Haïti. Vous voyez, donc tout un cas. Alors, donc, remplacé par quand même le système américain bancaire. Hein. Ah oui, tout à fait, puisque les Américains, effectivement, en définitive, c'est eux qui sont restés là. Donc, voilà un petit peu la source aussi de cette misère haïtienne, de cette instabilité. Alors, aujourd'hui, quelles sont les solutions ? Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Montana, je crois, qui essaie de se monter pour pouvoir proposer des dispositifs un petit peu stabilisateurs. Ouais. Il y a une opposition aussi de la société civile, depuis Gonaïve, propose qu'on mette en place des mesures qui avaient été mises en place en 1990, puisque la Cour de cassation avait assumé un petit peu, apparemment, si vous voulez, la stabilisation de ce pays. Donc aujourd'hui, au regard de cette déclaration sociologique et politique, il est proposé des solutions destinées à favoriser de bonnes élections. Donc, on propose un gouvernement de transition de 2 ans, avec un conseil consultatif de 21 membres, à l'instar de ce qui avait été fait en 1990. Pour terminer, je ne peux pas non plus ignorer une situation grave en Haïti, puisque le choléra, aujourd'hui, a déjà tué plus de 56 personnes, il y a 2900 cas qui ont été détectés. Voilà. Donc c'est quand même une situation qui choléra que l'on avait dit avoir été pas importé, mais enfin, amené en Haïti par les forces de l'ONU. Ouais. Les Palaises, je crois qu'il y avait quelque chose d'obscur comme ça. Salaire des enseignants, quels profs vont être augmentés et comment
Les partenaires sociaux commencent à négocier à propos des hausses de rémunération. Le budget 2023 prévoit une enveloppe de 935 millions d'euros pour revaloriser le salaire des enseignants. C'est un ancien enseignant qui, naturellement, va traiter cette question. À qui, comment donner cet argent-là? Et s'il y en aura assez. Ah ben, tu m'étonnes. Enseignement et rémunération, c'est un problème français qui ressurgit régulièrement au moment du vote du budget. Mais chaque année, ça revient. Cette année, le gouvernement, donc, comme il vient de le dire, annonce une rallonge de 935 millions. Premièrement, pour augmenter tout le monde, je reviendrai en détail. Oui. Deuxièmement, pour augmenter de nouvelles missions. Oui. Là aussi, je reviendrai, c'est très drôle. Et troisièmement, pour revaloriser les enseignants en début de carrière. Alors, dans le détail, sur le 1, en théorie, rien à dire. Tout le monde devrait bénéficier d'environ 10% d'augmentation à partir de septembre 2023. Ce qui veut dire, alors c'est un peu technique, que la valeur du point d'indice, parce que c'est comme ça dans la fonction publique, il y a un point d'indice qui a une valeur. Actuellement, la valeur, c'est 4,850. Alors, on dit, à quoi ça sert? Chaque enseignant est dans un échelon, un échelon, et l'échelon correspond à un indice. Donc, on multiplie l'indice, je vais vous donner un exemple, par le point d'indice. C'est ça. Et ça vous donne le salaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc, ce point d'indice devrait être augmenté, il devrait passer autour de 5,335. Un enseignant, par exemple, un enseignant certifié de classe normale à l'indice 492, qui correspond à peu près au 6e échelon sur 11 échelons, touche actuellement 2045,65 € net. 2045. Son salaire tournera donc après autour de 2200. Alors, sur les 935 millions, il y a 635 qui devraient être pour cette augmentation presque automatique. Même si certains pensent, on fait des calculs, on dit, mais en réalité, entre septembre 2023 et décembre, il faudra 1,2 milliard et que pour l'année 2024, il faudra plus de presque 4 milliards. Donc, les comptes du ministre paraissent bizarres. Bon. Deuxièmement, l'enveloppe de 300 millions qui resterait est prévue, et moi je trouve ça très drôle, pour les enseignants volontaires assurant de nouvelles fonctions. Je me suis dit, c'est quoi ces nouvelles fonctions? Alors, il s'agirait de suivi d'élèves, de formation de collègues, d'accompagnement à l'orientation des élèves. En somme, c'est des activités qui sont déjà faites par les enseignants, mais qui font ça gratuitement, bénévolement, autrement dit, sans être rémunérés. Je ne sais pas ce qu'en pensent les syndicats enseignants, mais je ne comprends pas pourquoi on n'intègre pas directement ces fonctions dans les missions des enseignants et qu'on les paye en conséquence. Pourquoi que ça vient en plus? Mais bon, je ne sais pas. Surtout, peut-être que les téléspectateurs ne savent pas, le fameux point d'indice dont j'ai parlé est resté gelé pendant des années, c'est-à-dire plus de 10 ans, je n'ai pas la date exacte, c'est-à-dire il n'augmentait pas. C'est-à-dire les enseignants sont restés pendant des années à tout. Je rappelle qu'en France, quand même, il faut dire ça, un enseignant du secondaire gagne à peu près 29 000 €, 29 380 € brut, en moyenne. Sur l'année. Juste dans le privé, en Martinique. Dit sur l'année. Non. Quelqu'un qui a non, mais Christian a raison. Oui, sur l'année. Sur l'année. C'est à peu près ce que, dans le privé, quelqu'un touche avec Bac plus 3, alors que les enseignants, en général, ont Bac plus 5. Juste pour informer. Aux Pays-Bas, c'est 40 723 € annuels. Au Danemark, c'est 55 593. Et tenez-vous bien assises, écoutez, vous aurez les autres. En Allemagne, c'est 60 163, c'est-à-dire à peu près le double. Bon, tout le monde va travailler en Allemagne, sans commentaire. Troisièmement, le candidat qui est devenu président, Emmanuel Macron, a promis aux néo-titulaires, donc les nouveaux enseignants qui deviennent titulaires, 2 000 € net. C'est-à-dire directement ce que touche à quelques centimes près un enseignant au 6e ou au 7e échelon après à peu près 10 ans de carrière. Ça fait bizarre et c'est une forme d'injustice. Est-ce que les autres seront revalorisés? Alors, le ministre Ndiaye promet les 2 000 € net pour les néo-titulaires entraînent de fait une revalorisation, une révision de l'ensemble de la progression. C'est justice. Au cimetière, au Gros Monde, j'ai rencontré 2 ou 3 enseignants, personne n'y croit. Comme m'a dit une responsable syndicale que j'ai rencontrée, on n'a rien à faire des paroles du ministre, on veut des textes pour savoir où nous en sommes réellement. Oui. Alors, encore qu'il faille préciser, c'est la dernière précision avant ma conclusion, les rémunérations des professeurs du primaire, donc
enfantine, Oui. cours élémentaire et tout. Jusqu'à- Et ceux des collèges et des lycées ne sont pas les mêmes. Il y a une différence de 10 à 15%, Pourquoi les alors que les les diplômes sont les mêmes. Les diplômes, oui. Les diplômes sont globalement les mêmes. En somme, pour ne pas changer, l'école française est malade. Hein? Elle est malade de ses profs, elle est malade de ses programmes. Et quand je pense qu'on s'étonne que la société soit malade. Oui. Voilà. Bonne question. Ça, c'est pas nous qui pourrons apporter. Ah non, mais Par contre, on pourrait parler, sans non plus apporter de solution, à un autre sujet. Je dis le sujet, puis on va... Société. Je dis le sujet. C'est la question de l'esclavage à l'ancienne des Africains employés comme domestiques. Mais avant, comme ça, dans le chapitre société, qui vaut mieux. c'est le jingle. Il n'aime pas que je lui dise ça. Et redonner que je fais l'émission. Alors, donc, comme je le disais, du Liban à Oman, l'esclavage à l'ancienne, des Africains employés comme domestiques. Alors, c'est quoi l'introduction? C'est que l'Afrique subsaharienne fournit une main-d'œuvre de plus en plus nombreuse et vulnérable au Moyen-Orient, où le taux de travail forcé est le plus élevé du monde. Puis il y avait aussi les Asiatiques. Enfin, Daniel va décortiquer tout ça pour vous. Tant pis. Oui, alors effectivement, on connaissait déjà le fait que les Asiatiques étaient le plus employés dans ces pays. Donc, vous avez le Liban, le Maroc, la Tunisie, mais surtout les pays du Golfe. Oui. Et le Qatar, qui fait partie de ces pays, est connu aussi, et il sera sur la sellette dans les prochaines semaines. Et on sait comment ouvriers et domestiques sont exploités. Donc, dans la hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie, les Asiatiques sont les plus demandés et les plus chers payés. Mais il s'avère que, comme tu le disais, qu'il y a une filière de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de se créer et qui est importante. Et c'est donc ces femmes, ces domestiques qui viennent d'Afrique de l'Ouest sont soumises à cet esclavage moderne, il n'y a pas d'autre mot, puisque le contrat de travail est fait par les employeurs. Quand elles arrivent, le passeport leur est enlevé. Elles doivent loger chez leur employeur et elles ne peuvent pas sortir sans autorisation. Et elles sont en général, elles travaillent un nombre d'heures incommensurable et elles ne peuvent pas sortir comme elles veulent. Et ce qui explique qu'il y ait cette filière, c'est comme les passeurs pour les migrants, hein, parce que c'est très organisé. Et il y a des agences internationales qui ont des représentants dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest pour recruter ces personnes. Et il faut savoir que les employeurs qui demandent à avoir ces domestiques payent entre 1 000 à 3 000 $ par domestique demandé, sachant qu'au Liban seulement, il y a 250 000 domestiques qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Faites le calcul pour savoir, c'est-à-dire qu'on est entre 250 et 750 millions uniquement pour le Liban. Donc quand on multiplie par les autres pays d'Afrique et qu'on ajoute la Suisse, nous sommes en milliards. Donc c'est vraiment des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Et ces personnes sont, comment dirais-je, les organisations internationales comme Amnesty International reçoivent de nombreuses requêtes. Et il faut voir ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir les faire sortir de cet esclavage. Quelquefois, il faut, c'est clandestinement pour les faire retourner dans leur pays. Quelquefois, il faut payer des dédommagements à l'employeur parce que les contrats, encore une fois, sont faits par les employeurs pour des durées qui sont des durées très longues. Et si le contrat est arrêté avant, il faut payer l'employeur de la somme parce qu'on a rompu le contrat. On peut s'étonner d'une chose, c'est que cela ne fasse pas plus l'objet d'un signalement et de manifestation sur le plan international, même si l'OIT a signalé ce problème en disant que cette région était effectivement celle où il y avait le plus d'exploitation des domestiques. Moi, ce qui m'a étonné dans ce sujet, c'est qu'au Liban, ce système est basé sur une mécanique juridique, enfin, un système institutionnel qui s'appelle la Khalafa, qui est vraiment un parrainage. C'est-à-dire que l'employé asservi perd tous ses droits.
Elle n'a plus de papier, elle ne peut pas se déplacer, bouger. Comme disait Daniel, c'est véritablement un retour à l'esclavage moderne. Et pour s'en sortir, c'était possible puisque la loi prévoit que tu ne peux pas sortir du carcan dans lequel tu es. Autrement dit, celle qui essaie de s'en sortir, elle va en prison. La prison, qui essaie de fuir, de s'échapper, elle est arrêtée par les forces de l'ordre. Ça paraît extraordinaire en 2023. Serge, tu vas traiter un sujet qui est un peu, non, qui n'est pas le même, mais un peu plus complexe, c'est-à-dire faire le panorama de la nouvelle pensée, quoi. Désertion, droit de la nature, écoféminisme. Elles et ils sont les penseurs d'une nouvelle écologie. Alors, avec des expressions, tu vas t'amuser, technosolutionnisme, conflictualité, extractivisme, extractivisme. Ouais. Imaginaire, écoféminisme. Mais c'est ça que maintenant, vous, les intellectuels, vous devez appréhender, lire et manier pour être en avance sur la pensée contemporaine. Alors, vas-y, amuse-toi bien. Non, je me suis bien amusé, j'avoue. C'était à la suite d'une rencontre des nouvelles pensées de l'écologie. L'écologie, que je rappelle, étant la doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, et après la protection du dit environnement. Bon. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idées. Bon, je ne vais pas parler de tout. Il y a des concepts nouveaux qui germent, qui font leur chemin. Je n'ai pas tout retenu, donc j'ai fait des choix de façon très subjective. La première chose que j'ai notée, c'est soignons la terre. Soigner la terre veut dire se mettre à l'écoute de tout ce qui vit, y compris les lieux de mémoire. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Une mémoire qui fait une large place au rêve. Et ça, c'est dans la lignée des aborigènes d'Australie qui affirment que nous pouvons tous retrouver dans nos rêves la mémoire des lieux où nous sommes pour pouvoir mieux vivre ensemble. Ouais, je vois que ça fait de l'écho. Bon, deuxièmement, Ça parle. Deuxièmement, le sociologue Ewan Molinier parle d'écologie décoloniale depuis les territoires ultramarins. Ça fera plaisir à mon fils aîné. Comme aussi au fils d'Alex Ferdinand. Aussi, mais c'est... Bon, face, par exemple, à la dépendance de notre dépendance par rapport à l'Hexagone, à la pratiquement inexistence d'autonomie alimentaire, il s'agit, je cite, d'opposer de nouvelles formes et visions de l'écologie qui permettent aux populations historiquement dominées de penser de manière réinventée d'habiter le monde. Si j'ai bien compris, ça veut dire arrêter de faire les macaques, de faire comme ceux qui vous ont dominé, vous faites la même chose qu'eux, donc il y a un problème. Si j'ai compris, mais je comprends jamais tout. En termes prosaïques. Je ne comprends pas tout. Troisièmement, la philosophe Catherine Carrère aborde la notion d'écoféminisme. Ça, j'ai pensé à Daniel en sélectionnant. Mais j'attends de voir. Les femmes doivent se battre pour elles. Car, dit la philosophe, quand les femmes se battent pour elles, elles se battent aussi pour la nature et réciproquement. Je me suis dit, mais en somme, ce que disait Louis Aragon, chanté par Jean Ferrat, la femme est réellement l'avenir de l'homme. Waouh, moi je suis d'accord. Merci. Alors, d'autres pensées ont surgi. Ça pourrait être une chute, mais continue. Non, c'est pas la chute. D'autres pensées ont surgi et surgissent encore, je ne donne pas de détails, déserter pour vivre autrement les territoires. Ouais. Donc, aller sur la plaine du Larzac ou aller dans les bois à Font-Saint-Denis, je ne sais pas. Ou encore, il ne faut pas compter sur la technologie avancée, notamment l'intelligence artificielle pour nous sauver. C'est le monsieur qu'on voit en fond d'écran, Villani, qui dit ça. Autrement, ce que disait Marajo la semaine dernière, c'est ça. Ne comptez pas sur l'obsolescence programmée pour nous sauver, bon, etc. Et puis, troisième truc que j'ai retenu, défendre les droits de la nature. Mais j'avoue que l'expression, le concept que j'ai aimé, c'est penser le communisme du vivant. Ouais. Parler de communisme du vivant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enrayement de la logique d'exploitation et d'appropriation du monde vivant, si l'on ne sort pas des logiques capitalistes d'accaparement et d'appropriation des terres mises en œuvre par le colonialisme depuis Christophe Colomb. Et quand j'entends Daniel sur le Liban, quand j'entends Christian sur Haïti, c'est bien ça. Je répète, je suis simple. Si je crois que sans la mort du capitalisme, il ne sera pas possible de sauver la terre. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut comprendre. C'est extrême. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai compris, mais ça, je comprends pas. En émission, on parlait du gauchisme, mais là, philosophiquement, tu es dedans. Christian, tu vas nous traiter d'un deuxième sujet. La crise, en 1962, la crise des missiles de Cuba. Gérard,
Je suis un peu boudé. Tu es perplexe. Oui, je Mais suis écoutez, perplexe. Je n'ai pas du tout. Ouais, non, mais je veux bien le traiter. Ouais, ben, Je vais rajouter, vas-y, je vais compléter. Merveilleux, vas-y. Non, en fait, je voudrais saluer l'initiative de Oliron La Caraïbe, qui est une plateforme numérique qui fait des conférences, qui organise des podcasts et puis ce qu'elle appelle des universités. Et le 22 octobre, elle a organisé une université et parmi les sujets traités, il y avait la crise des fusées. C'était vraiment extraordinairement traité par l'historienne qui traitait du sujet. Donc, en fait, de 10 jours qui ébranlèrent le monde, parce qu'on ne peut pas dire autrement. Et d'imaginer que donc, nous sommes en pleine guerre froide et que l'Union soviétique décide, pour contrecarrer un peu le pouvoir des États-Unis, d'installer à Cuba des rampes de missiles et des missiles. Et ils font la prouesse, c'est ce que disait l'historienne, que le matériel et les 50 000 hommes qui arrivent quand même sur Cuba le soient au nez et à la barbe des Américains qui ne se rendent pas compte. C'est seulement après que les rampes aient été construites qu'un avion qui survole Cuba se rend compte de ça. Et à ce moment-là, tout s'enchaîne et il y a ce phénomène où on croit à un moment donné que la guerre nucléaire peut être possible. Et puis finalement, et Serge va donner les détails, où ça s'arrête parce que chacun fait des concessions. C'est-à-dire que l'Union soviétique a dit qu'elle va enlever les missiles. Alors, détail important que signale cette enseignante d'histoire, cette historienne, c'est que les Américains demandent qu'ils viennent sur le sol cubain pour vérifier que les rampes et les missiles se partent. Castro dit niet, aucun Américain ne vient sur le sol cubain. Il faut rappeler qu'un peu avant, il y avait eu l'épisode de la baie des cochons où les États-Unis avaient tenté d'envahir Cuba et ils avaient subi une raclée. Et Castro dit non. Alors c'est les Russes qui acceptent que les Américains viennent sur les bateaux soviétiques pour vérifier que les missiles sont partis. Et alors, juste pour terminer, cette enseignante signalait que un Américain qui était proche des Américains à ce moment-là, signalait comment de part et d'autre, aussi bien des Américains que des Russes, il y avait des faucons qui poussaient au pire, c'est-à-dire qui trouvaient que Kennedy et Khrouchtchev n'étaient pas assez jusqu'au-boutistes. Et il a fait un article en 2015, parce qu'il est mort depuis, lorsque la Russie a envahi la Crimée, en disant « Attention, nous sommes dans la même configuration que nous étions en 1962, avec les risques de faucons de part et d'autre. » Juste deux précisions. Premièrement, sur l'origine de la crise, c'est la guerre froide, oui, mais il faut rappeler que les Américains n'arrêtaient pas d'attaquer Cuba sans arrêt depuis 1958. La baie des cochons. Et donc, le 17 avril 1961, à Playa Girón, qu'on appelle baie des cochons, ils avaient encore attaqué en envoyant 1500 mercenaires exilés qui venaient, c'était 7 bataillons qui avaient été transportés par 5 navires américains. Oui. Et les navires américains étaient au large, notamment le porte-avions, donc avec des avions bien sûr, USS Essex, avant d'attaquer Cuba. Et ils attendaient de venir soutenir la population après l'arrivée des 1500, pour qu'ils puissent aider le gouvernement provisoire. Ceci dit, les Cubains se sont défendus, il y a eu 1200 prisonniers politiques. Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est que Cuba, Fidel Castro, il n'a pas pris même. Il n'a pas pris ça. Il n'a pas pris. Et il dit, dans ce remarquable ouvrage qu'il a d'interview avec un journaliste qui s'appelle Ignacio Ramonet, nous avons appris l'offre soviétique de retirer les missiles dans les médias. La question n'avait même pas été discutée avec nous. Et il continue, si nous avions participé aux discussions, les termes de l'accord nous auraient été plus favorables, nous aurions réclamé la restitution de la base navale de Guantanamo et la fin des survols d'avions espions à haute altitude. Tout cela nous a beaucoup indignés, dit Fidel Castro. C'est un sujet complètement traité. Merveilleusement. Si vous voulez, on va passer à la culture, parce que le temps court, mais il faut un petit jingle avant. Alors, 17e siècle aux Antilles, c'est la nuit sur une plantation où se déroule une veillée mortuaire. Un vieux nègre esclave entre dans le cercle des flambeaux.
dès ses premiers mots, il se métamorphose en maître de la parole. Ça, c'est du Chamoiseau. Je te donne la parole. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le dernier livre de Patrick Chamoiseau, qui s'appelle « Le vent du Nord dans les fougères glacées », c'est l'histoire un peu et la symbolique du conteur dans nos sociétés antillaises. C'est un conteur qui est le maître, lui, le maître conteur. Hein, et c'est-à-dire que quand il a parlé, en principe, personne ne prend plus la parole. Mais ce conteur, à un moment donné, s'arrête de conter et il s'agit d'aller à sa recherche. Et il y a un convoi qui sera composé de différentes personnes. Moi, je ne vais pas trop déflorer. Et c'est un peu la symbolique du pays Martinique, qui aurait perdu en quelque sorte ses repères et qui devrait aller à la recherche de ce qui fait son essence en retournant dans la forêt, dans la nature, dans les anciennes traditions, c'est-à-dire le chant, le tambour, le conte. Et cette espèce de plongée dans la Martinique profonde, pour ne pas copier ce que tu disais tout à l'heure sur un autre sujet, c'est une invitation. Et alors, Patrick Chamoiseau, on connaît ses rapports avec les conteurs, parce que le conteur a toujours été pour lui un personnage essentiel de la culture martiniquaise. Après Chronique des Sept Misères, il a écrit Solibo le Magnifique, et c'était déjà un conteur dont la voix s'était étranglée d'ailleurs, et déjà il y avait cette symbolique. En plus, il a écrit un autre livre sur le conteur... il y a le panier dedans, j'ai oublié le titre, mais c'est un fil rouge, je dirais, de toute sa littérature et de tout son imaginaire. Et il a rencontré des conteurs. Voilà, Patrick Chamoiseau, le conteur, La Nuit et le panier. Et il nous invite, en quelque sorte, à vraiment nous nourrir de cet imaginaire. Et Patrick Chamoiseau a effectivement un monde. Il a une langue et il a une écriture. Alors j'entends parfois dire que Patrick Chamoiseau est difficile. Il y a des gens qui disent que c'est difficile. Et moi je m'interroge, pourquoi faudrait-il que notre littérature martiniquaise soit réduite à ce qui est facile ? Pourquoi n'aurions pas nous droit, nous aussi, à ce qui est difficile ? Lorsqu'on lit Gabriel Garcia Marquez, quand il écrit 100 ans de solitude, ce n'est pas forcément facile. Donc il y a plusieurs... Il ne s'agit pas de créer une hiérarchie dans la littérature, mais il y a plusieurs littératures, et moi je crois que nous avons droit, comme nous avons eu Césaire, comme nous avons eu Glissant, nous avons des écrivains de la créolité qui nous invite à rentrer dans un monde. Et d'autres personnes disent mais Patrick Chamoiseau, c'est un grand écrivain, mais quelquefois il est dans la politique culturelle. Et là, on retrouve, c'est pas la même chose. Mais effectivement, mais en fait, je ne vais pas développer, parce que peut-être que c'est un débat qui pourrait avoir lieu au Festival de Fort-de-France, au Cénacle, où apparemment il n'est pas encore venu. Très bien. Pas de commentaires? Non, ce serait trop long. on va passer à la musique si vous voulez bien, et un petit jingle avant. Mano de RCI avait une expression quand je faisais des émissions avec lui, que je n'aimais pas. Il disait donc écoutez, de vieillerie. Ça avait un côté péjoratif qui me déplaisait. J'ai repris l'expression dans ma radio. Je vais vieillerie Martinique, parce qu'en souvenir de Mano. Je vais donc profiter de l'occasion pour rendre un hommage profond à Mano. J'espère qu'il est en santé et qu'il nous entend. Je sais qu'il a changé d'adresse, parce que je ne le vois plus où il habitait. Et, il faut dire qu'il a apporté considérablement, par son respect et par son travail d'anthologie et de conservation, il a apporté beaucoup à notre musique. Et c'est un peu avec hésitation et timidité que nous faisons ce même travail. Et pour parfaire ça, je donne la parole naturellement à quelqu'un qui est plus compétent que moi, Christian, qui va nous parler de Félix Valvert. Je suis obligé de penser à la continuation à Chamoiseau, parce que plonger dans soi-même, c'est plonger dans l'histoire aussi, pour comprendre qu'est-ce qui nous animait. Et les artistes, notamment celui dont on va parler aujourd'hui, Félix Valvert, guadeloupéen, saxophoniste, entre autres,
On le retrouve beaucoup dans l'histoire de la musique. Dans l'histoire de la musique à Paris, avec les Hardé, avec Stélio, à chaque fois on voit Valvert. Donc c'est un nom que je connaissais depuis longtemps, Félix Valvert. Bon, ça me donne l'occasion d'approfondir. Alors, pour l'information, il est né en 1800, excusez-moi, non, en 1905. En 1905. Il est décédé en 1995, à l'âge de 90 ans. C'était un homme d'une famille très modeste. Et vous savez qu'il était passionné de musique et très tôt, il n'avait pas d'instrument. Donc il allait chercher dans la nature, vous savez, des petits machins de Giromo, des trucs comme ça. Il faisait des flûtes et il tirait des sons. Après, on lui a offert un banjo. Il a commencé à jouer du banjo. Et il a perdu sa mère à l'âge de 16 ans. C'est l'époque aussi où il y avait le début de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'Antillais partaient. Ils bougeaient du pays, clandestinement. Et c'était son cas. Il est parti sur un navire qui s'appelait Haïti. Et il est arrivé en France en 1921. Il était à Saint-Nazaire. Il n'a pas pu aller plus loin puisque le bateau arrivait à Saint-Nazaire. Et il a travaillé comme caviste dans un restaurant. Il capotait du vin, monté, etc. Avec ses petites économies, il s'est pris quelques cours de solfège, d'harmonie. Et puis le voilà qui joue de la flûte à bec. Il joue de la clarinette, il joue du saxo, il joue un peu de trombone. Alors il part à Paris, et à Paris, il arrive à 1922, et en même temps, il rentre sous les drapeaux. Et sous les drapeaux, il apprend le trombone. Vous voyez ? Alors, et après, il habitait à Place Italie, et en dessous de chez lui, il y avait un passionné de musique qui avait un petit studio. Alors, dans ce petit studio, il réunissait Ernest Léardé et puis pas mal de musiciens. Et c'est à ce moment qu'ils ont enregistré « Tu es moins, bah moi ni non, bah moi ni non ». Et j'ai envie de te dire « Nana, maman, qu'a criez-vous » Voilà, en Bakaïla. Il a enregistré ça, il a enregistré l'échelle poule. Ah oui. Vous avez une très belle voix, mais tu as un peu de musique à nous faire découvrir. Ah, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Avant de continuer, on va écouter effectivement une biguine qu'il a composée qui s'appelle Pado Mondier. Voilà, que j'invite nos téléspectateurs à découvrir. Très bien. En France, il a connu aussi un homme qui avait une réputation de la musique, qui s'appelle Pierre Jouffroy, et avec lequel il a fait un disque. Et vous voyez, sur la pochette du disque de Pierre Jouffroy, c'était écrit « Solo de saxophone par le virtuose guadeloupéen Félix Valvert ». C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, sur la pochette de l'album. Et puis, en 1930, il devient le premier musicien antillais chef d'orchestre. Il a enregistré à Londres avec un pianiste qui s'appelle Oscar Dale, c'est un Cubain. Il a succédé à Alexandre Stélio Cabaret, La Boule Blanche. Et on va continuer en écoutant d'ailleurs. Et puis il a fréquenté aussi beaucoup de Cubains. C'est ça. Donc voilà, le titre qu'on va écouter caractérise les années cubaines, cette mixité qu'il y a eu entre les musiciens cubains et antillais. On va donc Oye mi mamá, papá te llama, corre que se quema la cama. Oye mi mamá, todo está en flama, papá se queda sin pijama. Huye mi mamá, huye a la quema, auxilio ya todo se quema. Agua por aquí, agua por allá, gritan los bomberos sin parar en el solar. Entre por aquí, salgan por allá, ya se alborotó la ciudad. Voilà. Il est important effectivement de bien saisir cette mixité musicale qu'il y a à ce moment à Paris, entre les Cubains, entre aussi le calypso, entre la jazz, entre la biguine. Donc si vous voulez, les artistes antillais, très souvent, ils ont un petit peu enregistré avec tous ces musiciens,
Donc, et à tel point que je vais vous parler aussi de l'orchestre qu'il dirigeait, Félix Valvert. C'était un orchestre cosmopolite qui s'appelait Cosmopolite, d'ailleurs. Il y avait Robert Charlery, il y avait Victor Cola au piano, mais il y avait pas mal de musiciens de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Cuba ou d'Haïti. On va écouter un troisième titre, juste avant que je vous parle de quelque chose de très intéressant aussi pour terminer sur Félix Valvert. On va écouter un troisième titre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'était un chef d'orchestre, mais c'était un homme très sévère, très droit. Et vous savez que, par exemple, il considérait que, bien évidemment, la ponctualité, c'était quelque chose d'incontournable. Il a bien raison. Absolument. Deuxièmement, la tenue vestimentaire. Il était exigeant pour que les chemises des musiciens soient bien repassées, que les chaussures soient bien cirées. Et en plus, il était exigeant, il ne voulait pas qu'il y ait d'échange entre les musiciens, entre les morceaux. Donc, vous voyez, non mais c'est aussi, un concept de la musique. Vous savez, il fallait être élégant, et vous le voyez. Il a des disciples. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, après, il a rencontré une Martiniquaise qui s'appelle Stella Félix, une grande chanteuse, son nom de famille c'est Christiane Thérosier, une Martiniquaise. Et puis, ils ont fait des prestations, ils ont tourné en Europe. En 1950, il poursuit ses tournées en Europe et il revient aux Antilles en 1967. Et où? À la Martinique, au Lido. Au Lido, où il a joué pendant 2 ans. Voilà. Avant de terminer, on va écouter Ninon, qui est une chanson aussi qu'il a popularisée. Alors, je vous ai parlé, il a commencé en 1922, il s'est inscrit à la SACEM en 1960 seulement, vous voyez. C'est-à-dire que, bon, je pense que pendant très longtemps, il n'a pas eu de droit. Et quand il est revenu en Guadeloupe, en 1967, il y est resté, il s'est remis à la pêche, il était à l'effet coréen, et puis il est décédé en 1995 de façon assez dans le dénuement. Dans le dénuement. Quand je parle de ces droits d'auteur qu'il aurait pu toucher, parce qu'il a peut-être pas eu une grosse activité de compositeur, mais effectivement, il a contribué de façon remarquable, en mon sens, à la valorisation du patrimoine musical antillais. Voilà. Donc, famille Valvert, Pisfos, quoi. Chapeau, merci beaucoup. Bien traité. J'ai très bien compris le travail d'anthologie. Si on a le temps, on aura une petite vidéo finale, mais avant, je vous remercie chaudement. Je remercie les téléspectateurs d'être présents, de nous écouter chaque semaine, plusieurs fois même, s'ils ont été interrompus dans leur audition. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie naturellement nos techniciens, Mehdi, David, Mehdi Moros, David Torres et Max Moros. Je vous remercie tous d'être là et de nous assister dans notre émission agréable. Absolument. Très bien. À la semaine prochaine.